Bonjour, dans cette capsule, on abordera la question de la littératie et j'ai structuré mon propos en trois parties. Dans un premier temps, on essaiera de mieux comprendre ce qu'est la littératie. Dans un deuxième temps, on essaiera de voir en quoi une entrée par la littératie peut nous amener à repenser les questions relatives à l'enseignement, apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et enfin, on examinera en quoi le fait de choisir la perspective de la littératie peut avoir des conséquences sur l'enseignement de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Premier point donc, qu'est-ce que c'est que la littératie? Alors la littératie, c'est un concept à la mode de nos jours et on peut presque avoir l'impression qu'on met actuellement ce concept à toutes les sauces parce que on entend le terme dans beaucoup de domaines extrêmement variés. On parle aujourd'hui de littératie médiatique, de littératie numérique, de littératie multimodale. Vous avez peut-être déjà aussi entendu parler de littératie précoce ou de littératie universitaire, de littératie plurilingue. Bref, on s'aperçoit que ce terme est aujourd'hui d'un usage très courant. Et c'est intéressant de voir que ce terme se répand de plus en plus et cela permet de mettre l'accent sur un aspect qui est que les compétences de lecture et d'écriture sont impliquées dans beaucoup de domaines différents, tant dans la vie personnelle, sociale, professionnelle. Quand on parle par exemple de littératie financière aujourd'hui, ça nous amène à prendre conscience que pour gérer son budget, pour prévoir son fonds de retraite, peut-être que ça suppose aussi un certain nombre de compétences dans le domaine de la lecture et de l'écriture et pas seulement dans le domaine de la compréhension des chiffres. Toutefois, le fait aujourd'hui d'avoir cette profusion d'utilisation du concept de de littératie, peut aussi avoir, me semble-t-il, une limite, c'est que on en vient de plus en plus peut-être à confondre le concept de littératie avec l'idée de éducation à. Lorsqu'on parle en effet, si je reprends mon exemple de littératie financière, on pourrait croire que ça devient synonyme de éducation à la finance ou aux finances ou à la gestion de ses finances, en oubliant alors que derrière cette éducation A, eh bien cette éducation A passe d'abord et avant tout par des opérations de lecture et d'écriture. Donc pour moi c'est essentiel si on retient ce concept de littératie, de ne pas oublier, de ne pas simplement le considérer comme un synonyme d'éducation A, mais de ne pas oublier que si on utilise le concept de littératie, il nous renvoie fondamentalement au fait que dans une série de domaines de la vie, on a recours à la lecture et l'écriture dans différentes intentions. Alors ce terme de littératie et ce concept aujourd'hui très à la mode, d'où vient-il? Comment a-t-il pu évoluer dans le temps et en quoi il peut nous paraître intéressant pour réfléchir aujourd'hui sur les questions d'apprentissage de la lecture et de l'écriture? Historiquement, le concept a été proposé d'abord dans la fin des années 90, le début des années 2000, par des grandes organisations comme l'OCDE, l'UNESCO, ce qui est souvent considéré comme la définition de référence, et vous pourrez la lire dans le diaporama qui suit. C'est l'idée d'associer la littératie à l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Alors c'est la définition extraite d'un rapport de l'OCDE dans les années 2000. Progressivement, cette définition a connu un certain nombre d'extensions. Assez récemment, certains de mes collègues ici au Québec, les membres du réseau québécois de recherche et de transfert sur la littératie, définissent la littératie comme la capacité d'une personne, d'un milieu et d'une communauté à comprendre et à communiquer de l'information par le langage sur différents supports pour participer activement à la société dans différents contextes. Alors on s'aperçoit qu'il y a ici dans cette proposition de définition une extension maximale du terme et de ce qu'il peut recouvrir, puisque on parle d'une capacité à la fois d'une personne mais aussi d'un milieu et d'une
communauté. On élargit donc les personnes concernées par cette compétence de littératie et vous remarquerez aussi que dans cette définition proposée par le réseau québécois de recherche et transfert sur la littératie, on ne parle plus uniquement de l'information écrite, mais on parle du langage en général et donc les collègues vont intégrer à la fois les composantes du langage écrit mais aussi du langage oral. Dernier élément d'extension, la prise en compte aussi de l'idée aujourd'hui de ce langage à travers différents supports, donc la prise en compte aussi de toute l'évolution des communications associées maintenant aux nouveaux médias. Une définition donc qui a tendance à s'élargir de plus en plus. Pour ma part, par rapport à ces définitions qui sont de plus en plus larges, quelle est la définition que j'utilise de la littératie et que je vous propose comme définition de référence? Eh bien, ce serait la définition suivante. Ce serait reprendre sur la base de la définition de l'OCDE l'idée que la littératie, c'est bien l'aisance acquise à utiliser l'écrit en réception et en production pour réussir sa scolarité et pour prendre pleinement sa place dans la société, aux différentes étapes de la vie et dans les différentes sphères de développement personnel, professionnel et social. Il me semble qu'en ayant recours à cette définition de la littératie, cela nous permet d'avoir une vision plus élargie des questions relatives à l'apprentissage du savoir lire à écrire, et écrire qui sont, on le sait bien, des finalités associées à l'école. C'est bien, si on va à l'école, c'est d'abord et avant tout pour apprendre à savoir lire et à écrire. Retenir une définition de la littératie telle celle que je vous propose, c'est aussi s'engager dans une voie qui nous amène à prendre en compte, pour réfléchir à cette question des apprentissages de la lecture et de l'écriture, prendre en compte un certain nombre de facteurs qui peuvent être à la fois des facteurs endogènes, propres à chacun des apprenants, mais aussi des facteurs exogènes qui sont donc liés au contexte et aux environnements, en reconnaissant l'interaction entre ces facteurs à la fois personnels et ces facteurs contextuels. On verra tout à l'heure quelle incidence cela peut avoir alors si on réfléchit à la littératie à l'école, en quoi ça va nous amener entre autres à penser l'école comme foyer de littératie, l'école, la classe comme environnement littératie. Enfin, on a vu dans la définition que je vous propose l'idée de retenir aussi la littératie comme une définition qui s'applique à une aisance qui se développe à toutes les étapes de la vie. On est donc là dans une vision dynamique de la littératie, des compétences qui se développent à travers le temps, qui se développent à travers différentes circonstances, et des compétences qui sont aussi amenées à évoluer si on prend en compte, par exemple, les contextes avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information, de la communication, les nouvelles formes médiatiques qui nous amènent sans doute à développer de nouvelles façons de lire et d'écrire. Alors on entre à présent dans la deuxième partie de cette présentation qui porte donc sur en quoi le fait de privilégier une entrée par la littératie peut nous amener à concevoir autrement l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il me semble que, en effet, entrer dans les apprentissages de la lecture et de l'écriture avec la perspective de la littératie, c'est nous amener à élargir la perspective. En effet, si on pense en termes de littératie, cela va nous amener d'une part à penser à une extension de la durée de l'apprentissage. Dans un certain nombre de cas, on peut avoir une vision de la littératie comme étant centrée exclusivement sur une aisance à développer dans les premiers apprentissages de la lecture et de l'écriture, et en pensant que ces habiletés d'ordre cognitif, d'ordre technique, doivent être acquises une fois pour toutes et qu'elles vont servir après dans toute une série de situations. Eh bien, ce n'est pas tout à fait la vision que je vous propose de retenir de la littératie, mais plutôt de se dire que penser la lecture et l'écriture sous l'angle de la littératie nous amène à penser, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la littératie comme étant un apprentissage continu de la littératie émergente ou de la littératie précoce jusqu'à ce
ce sur quoi on travaille aujourd'hui aussi, la littératie universitaire ou la littératie académique. En d'autres termes, on n'a jamais fini d'apprendre à lire et à écrire, et nous avons donc à penser cet apprentissage sous cette forme d'une continuité des apprentissages en lecture et en écriture, premier niveau d'extension du domaine du savoir lire-écrire. Deuxième niveau d'extension, c'est l'idée que si on s'intéresse à la lecture et l'écriture sous l'angle de la littératie, cela va nous amener aussi à penser autrement les objets d'apprentissage. Qu'est-ce qui est au cœur de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture si on les pense sous l'angle de la littératie? Eh bien, en effet, si on reprend l'idée d'une définition de compétences de lecture et d'écriture comme étant des savoirs agir en situation, cela va nous amener à réfléchir à la manière dont on structure les apprentissages de la lecture et de l'écriture et ce qui se trouve au centre de ces apprentissages, en combinant un apprentissage autour à la fois de savoir, de savoir-faire, de représentation. Donc au cœur des apprentissages de la lecture et de l'écriture, l'idée de les repenser, si on les pense comme étant des agirs en situation, une prise en compte donc des contextes et donc le renvoi à une approche qu'on connaît bien dans le cadre de l'apprentissage de la lecture, c'est donc l'approche par les genres, qui me semble associée à cette vision d'un apprentissage large de la lecture et de l'écriture. On va aussi, en termes d'objets d'apprentissage, regarder l'importance de la familiarisation avec un certain nombre de médiums associés à la lecture et à l'écriture et la prise en compte d'un certain nombre de supports en transformation. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que développer ces compétences de lecture et d'écriture à l'heure de la lecture sur écran, par exemple? Enfin, si on prend en compte le fait qu'on va associer à la lecture et l'écriture à la fois des savoirs, des savoir-faire, des représentations, on va aussi penser qu'il est important de travailler et d'inscrire parmi nos objets d'apprentissage des éléments qui vont s'apparenter à une certaine appropriation de la culture de l'écrit, une certaine acculturation à l'écrit à travers l'appropriation d'un certain nombre de pratiques de lecture et d'écriture. Cela va nous amener aussi à considérer, par exemple, que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture ne sont pas uniquement limités à la discipline française, mais avec la perspective de la littératie, on va donc aussi avoir tendance à regarder ce qui se passe lorsqu'on lit et écrit dans l'ensemble des disciplines scolaires, et Dieu sait combien les compétences en lecture-écriture sont à ce niveau-là une clé de la réussite dans l'ensemble des disciplines. Mais on va aussi, ce qui est encore aujourd'hui assez rare, dans le domaine plus limité des langues, on va aussi s'intéresser à la question de lire et écrire entre les langues. Et donc, cela va nous amener à faire davantage de liens dans la manière dont les élèves construisent leurs apprentissages, leurs représentations de la lecture et de l'écriture en langue première, en langue seconde, dans leur langue d'origine, dans les langues de scolarisation, etc. Autre élément d'extension, lorsqu'on pense à la lecture et l'écriture sous l'angle de la littératie, non seulement une extension en termes de durée d'apprentissage, d'objets d'apprentissage, mais aussi une vision plus élargie des contextes dans lesquels se développent et s'exercent les compétences en littératie. Cela nous amènerait donc à non seulement nous intéresser à ce qui se passe à l'école, mais aussi à ce qui se passe dans le milieu familial et dans les différentes communautés que fréquentent nos élèves, en associant aussi à cette réflexion l'importance aujourd'hui du rôle des médias. Donc, si l'école est bien un foyer de littératie, il faut aussi que les enseignants prennent en compte le fait que les élèves fréquentent un certain nombre d'autres foyers de littératie, la famille, les communautés pouvant être pensées comme ces autres foyers de littératie. Cela va donc nous amener à penser davantage aussi des liens entre ces différents contextes dans lesquels les élèves exercent et apprennent à lire et à écrire. Si on revient alors à l'école, qui est le lieu qui nous intéresse en priorité comme foyer de littératie, on va prendre en compte l'idée que
l'école, dans un certain nombre de cas, pour un certain nombre de nos élèves, elle va jouer un rôle essentiel de compensateur par rapport au contexte familial. On sait combien certains enfants, à ce niveau-là, n'arrivent pas avec le même niveau d'expérience à l'école, selon qu'ils ont vécu et qu'ils vivent dans un foyer familial où les pratiques de lecture et d'écriture sont courantes, sont riches, où il y a un accès à des livres, où les enfants sont en contact avec des adultes significatifs qui sont eux-mêmes engagés ou non dans des activités de lecture. Bien, tout cela va avoir évidemment une incidence sur la façon dont les enfants entrent dans l'écrit et développent leurs apprentissages à l'école. Comme tous les enfants n'ont pas eu à ce niveau-là un contexte forcément favorable, l'école a un rôle essentiel à jouer à ce niveau-là de compensation pour permettre aux élèves de découvrir un environnement riche sur le plan de la littératie et d'y vivre des expériences significatives et intéressantes de lecture et d'écriture. De ce point de vue, il faut aussi être conscient que l'école a toujours été un lieu qui valorise certaines pratiques de lecture et d'écriture par rapport à d'autres. Pensons aux types d'écrits qui sont privilégiés dans les activités scolaires. Pensons aussi à certaines pratiques culturelles qu'on va associer à la lecture ou à l'écriture en lien avec ce qui se passe à l'école. Et cela peut nous amener à penser, par exemple, à l'importance aussi que l'école initie l'élève à un certain nombre de pratiques autour de la lecture et l'écriture. Pensons à la fréquentation de lieux associés à la lecture et l'écriture, la fréquentation des bibliothèques, l'idée d'amener ses élèves à un salon du livre, l'idée d'amener les élèves aussi à rencontrer, par exemple, des personnes engagées, des professionnels de la lecture et de l'écriture. C'est là une des responsabilités de l'école si on pense l'école comme un foyer de littératie. Alors on entame à présent le troisième point de cette présentation et on s'intéresse à la question des conséquences pour l'enseignement d'une entrée par la littératie. Et donc j'ai essayé de démontrer que retenir cette entrée-là nous amène à avoir une vision plus élargie donc du lire-écrire et donc une vision plus élargie de l'enseignement du français. Cela va avoir un certain nombre d'incidences concrètes sur la manière de penser nos pratiques d'enseignement. Tout d'abord, il va falloir se situer en regardant de quelle manière, dans nos pratiques d'enseignement, on prend en compte les sujets lecteurs, les sujets scripteurs et leur contexte de pratique et d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Cela va supposer donc par exemple de porter un intérêt particulier aux pratiques de lecture et d'écriture des élèves au-delà de ce qui se passe dans la classe, et même à la fois les pratiques de lecture et d'écriture, on l'a vu tout à l'heure, dans l'ensemble des disciplines scolaires, mais aussi bien évidemment les pratiques de lecture et d'écriture des élèves en dehors de l'école. J'invite les enseignants à prendre le temps de questionner leurs élèves sur leur contexte de lecture, d'écriture en dehors de l'école, d'essayer de prendre quelques informations à propos des pratiques des élèves. Dans certaines recherches, nous avons comme ça fait des mini-entrevues avec des élèves en les invitant à nous parler des situations dans lesquelles, à la maison, ils avaient recours à la lecture et l'écriture. C'est une source d'informations tout à fait parfois inattendue et tout à fait intéressante que de permettre aux élèves d'évoquer leur pratique de lecture et d'écriture en dehors de l'école. Autre conséquence sur notre manière de penser l'apprentissage de la lecture et l'écriture, si on retient, comme on l'a vu, l'idée d'un apprentissage continu de ces compétences, eh bien cela va nous amener aussi à avoir une autre vision de la progression des apprentissages
en français, une autre progression des apprentissages en lecture et en écriture. On ne peut plus penser que arriver à la fin du premier cycle de l'école élémentaire, par exemple, ou de l'école de base, eh bien, les apprentissages en lecture et écriture sont établis et après ça, il ne s'agit plus que de les exercer ou de les renforcer. Non, il y a dans la vision qu'on a essayé de proposer une autre vision possible aussi de la progression de ces apprentissages et des apprentissages spécifiques à structurer de manière continue sur l'ensemble de la scolarité. Selon la définition qu'on a proposée des compétences de lecture et d'écriture composées à la fois de savoir, de savoir-faire et de représentation, on va évidemment aussi, dans nos pratiques d'enseignement, regarder quelle place on laisse à un travail sur chacune de ces composantes. Quel travail faisons-nous sur les savoirs, quel travail faisons-nous sur les savoir-faire et quel travail faisons-nous avec nos élèves au sein des classes sur leur représentation autour de la lecture et de l'écriture. Dans nos pratiques d'enseignement, prenons aussi conscience du fait que nous ne sommes pas les seuls agents de littératie. On a évoqué tout à l'heure le fait qu'il fallait aujourd'hui repenser le rôle de l'école en tant que foyer de littératie par rapport aux autres foyers de littératie que sont les communautés et la famille. Eh bien, prenons conscience du fait que nous ne sommes donc pas les seuls agents de littératie pour nos élèves, qu'au sein même de l'école, il y a d'autres personnes qui peuvent être considérées comme des agents de littératie, les enseignants de l'ensemble des disciplines, les enseignants spécialistes de la langue seconde, mais aussi les bibliothécaires, les personnes qui travaillent sur la recherche documentaire, etc. Et peut-être que c'est là une belle occasion pour réfléchir avec cette diversité d'intervenants sur le rôle de chacun et la prise de conscience du rôle de chacun en tant qu'agent de littératie. En dehors de l'école, évidemment, d'autres personnes occupent aussi ce rôle d'agent de littératie, que ce soit dans le milieu familial, milieu culturel et milieu communautaire. Et j'invite là aussi les personnes enseignantes à regarder de quelle manière elles peuvent réfléchir à la complémentarité des rôles. Pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que nos pratiques d'enseignement, elles s'inscrivent évidemment dans un contexte à la fois social et physique. Et donc, si on repense nos pratiques d'enseignement aussi dans le contexte qui est celui de la classe et de l'école, il me semble qu'il est important aussi de réfléchir sur l'école, la classe et l'école comme environnement littéracier. Et je vous propose à ce sujet la petite grille qui suit, qui devrait permettre d'évaluer la qualité de la classe et de l'école en tant qu'environnement littéracier. Alors cela va nous amener à nous questionner sur si on considère d'abord la classe ou l'ensemble de l'établissement scolaire comme un espace social, on va se demander qui dans la classe, qui dans l'école, qui lit, qui écrit, pour qui, dans quel contexte, comment les écrits qui sont produits à l'école circulent au sein de cet espace social. Est-ce que les écrits des élèves sont valorisés à travers des formes d'affichage? Est-ce qu'il existe ou pas un site internet dans lequel un certain nombre d'informations circulent, etc. Et puis, si on pense donc à cette interaction entre l'espace social qu'est la classe ou qu'est l'école, l'espace social d'interaction, ça se traduit aussi par un certain nombre d'éléments remarquables en termes d'espace physique. Et c'est une belle occasion dans ce contexte de repenser aussi comment dans la classe l'espace physique est aménagé pour servir les apprentissages de lecture et d'écriture. Si on pense par exemple, est-ce qu'il existe dans la classe une bibliothèque de classe? Est-ce qu'il existe dans la classe un coin lecture? On parle souvent de coin lecture, mais pourquoi ne pas imaginer aussi la pertinence de mettre en place dans certains cas des coins d'écriture? Si on réfléchit non plus maintenant à la classe, mais aux espaces partagés dans l'établissement scolaire, en quoi les murs des couloirs, en
quoi les murs des espaces collectifs comme la cafétéria sont des espaces aussi où sont donnés à voir un certain nombre d'écrits et dans quelle mesure ces espaces-là pourraient être mieux utilisés dans ce contexte-là. Pensons aussi aux espaces qui sont dédiés à la lecture et l'écriture, comment sont pensés l'accès à la bibliothèque pour les élèves, en quoi ces espaces sont vraiment des espaces attirants pour eux. Donc il me semble que la réflexion que j'ai essayé de vous proposer autour de cette question de une autre vision de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en les pensant sous l'angle de la littératie, on voit que cette réflexion peut nous amener à la fois à repenser non seulement nos pratiques au sein de la classe, mais également le contexte général de l'école dans son ensemble en tant qu'environnement littératie.